Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un penseur immense, Max Weber. On va plonger dans ses idées, qui sont souvent en conflit les unes avec les autres, mais qui dissectent avec une précision chirurgicale les tensions de notre monde moderne. On va commencer par une question qui est vraiment au cœur de tout. Une question que Max Weber posait déjà il y a plus d'un siècle. Quand la science et les faits nous ont tout dit, comment fait-on pour savoir ce qui est juste? Comment décide-t-on? Pour Weber, tout partant d'un constat, un diagnostic sur notre époque qu'il a résumé avec une formule devenue absolument célèbre, une formule à la fois poétique et terrible, le désenchantement du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, le désenchantement du monde? Eh bien, pour Weber, c'est simple. La science, avec sa logique implacable, a tout expliqué, ou en tout cas, elle a la prétention de pouvoir tout expliquer. Elle a chassé la magie, les esprits, les mythes. Le résultat, on se retrouve avec un monde de faits bruts, un monde qu'on peut calculer, mais qui ne nous dit plus rien sur le sens de la vie, sur ce qu'on doit faire. Et voilà le point crucial. La science est formidable pour nous dire ce qui est, pour décrire le comment des choses. Mais quand on lui demande ce qu'on devrait faire, quel est notre devoir, silence radio. Et si le monde ne nous dit plus quoi faire, comment est-ce qu'on peut agir? Comment trouver un but? Face à ce vide, Weber va explorer deux grandes figures, deux vocations. La première, c'est celle du savant. Le savant, chez Weber, c'est une sorte de cartographe de la réalité. Son travail n'est pas de nous dire « cette cause est la bonne » ou « voilà le sens de votre vie », non. Son unique devoir, c'est d'apporter de la clarté, de dire « si vous choisissez cette valeur, voilà les conséquences probables. Si vous prenez ce chemin, voilà où il mène. » Il éclaire les choix, mais il ne choisit jamais. Et attention, cette vocation, elle n'existe pas dans un monde parfait. Weber, avec beaucoup de lucidité, compare le système universitaire allemand de son temps, où il fallait être riche pour espérer faire carrière, au système américain, qui lui paraissait déjà bureaucratisé et soumis à une logique de popularité, à la nécessité de remplir les amphis. La quête de clarté est toujours soumise à des pressions bien réelles. Et Weber pointe une autre tension, une tension qu'on a tous pu observer un jour. Être un chercheur de génie et être un bon pédagogue, ce sont deux choses radicalement différentes. Le don pour la découverte n'est pas du tout le même que le don pour la transmission. D'accord. Donc, si le savant se contente d'éclairer les chemins sans jamais en choisir un, qui prend la décision? Qui agit? Ça nous amène tout droit à la deuxième grande figure de Weber, le politique. Et le politique, lui, ne joue pas dans la même cour que le savant. Son instrument, son terrain de jeu, c'est l'État. Et l'État, pour Weber, ça se définit par une chose et une seule, le monopole de la violence physique légitime. C'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est le cœur du pouvoir. La politique, c'est l'arène où l'on se bat pour le contrôle de cette violence légitime. On est donc à des années-lumière de la quête sereine de vérité du savant. Le politique, lui, doit choisir. Il doit choisir une cause, une valeur, un dieu, comme dit Weber. Et pour le servir, il doit accepter d'utiliser des moyens que la morale réprouve, la ruse, la force, le compromis. Bref, il doit accepter de se salir les mains. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, au dilemme le plus fondamental, le plus tragique de toute personne qui veut agir dans le monde. La question est simple, mais la réponse est impossible. Qu'est-ce qui rend une action bonne? Est-ce que c'est la pureté de l'intention qui est derrière, ou est-ce que ce sont les conséquences concrètes de cette action? Weber dit qu'il y a deux éthiques irréconciliables qui s'affrontent ici. D'un côté, on a l'éthique de conviction. Pour elle, ce qui compte, c'est la pureté de l'intention. On agit selon ses principes, et tant pis pour les conséquences. L'important, c'est de garder les mains propres et la conscience tranquille. Et de l'autre côté, il y a l'éthique de responsabilité. Là, on change complètement de perspective. La seule question qui vaille, c'est quelles sont les conséquences prévisibles de mon action? Et on est responsable de ces conséquences, même celles qu'on n'a pas voulues. Et cette phrase incroyable de Raymond Aron résume parfaitement la difficulté. Le politique qui suit l'éthique de responsabilité doit constamment faire face à cet écart, cet abîme parfois, entre ce qu'il voulait faire et ce qui se passe réellement. L'action nous échappe toujours en partie. Alors que faire? Conviction ou responsabilité? Comment choisir? La réponse de Weber est vertigineuse. Il nous dit qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a qu'un conflit, un conflit permanent entre les valeurs. C'est ça, sa vision de la modernité. Ce n'est pas un monde sans Dieu, non. C'est un monde polythéiste. Il y a plein de valeurs ultimes, plein de dieux. La vérité, la beauté, le bien, la nation, l'économie. Le problème, c'est que ces dieux sont incompatibles. Ils se font la guerre. Pensez-y une seconde. Ce qui est vrai d'un point de vue scientifique n'est pas forcément bon d'un point de vue moral. Ce qui est beau d'un point de vue esthétique peut être économiquement inefficace.
La grandeur de la nation peut entrer en conflit avec une morale universelle. Choisir de servir un de ces dieux, c'est, presque toujours, en trahir un autre. Et c'est sur cette question que Weber nous laisse, le savant que nous éclairer, nous donner la carte la plus détaillée possible des territoires de l'action, mais à la fin, il ne nous dira jamais quelle destination choisir. Le fardeau de choisir un dieu, de choisir une valeur, d'agir et de répondre des conséquences de cette action, ce fardeau, il est à nous et à nous seuls.